current commitments, including the recent ones, we are still heading for a disastrous temperature rise of 2.4 degrees by the end of the century. We stand, indeed, at the edge of the abyss. Il faut comprendre qu'on est dans un bateau et que ce bateau, en fait, il a une certaine inertie. Il va pas pouvoir répondre immédiatement, même si nous, on prend des mesures immédiates. Mais si on arrête aujourd'hui, la température continuerait à augmenter et ferait déjà qu'on dépasse probablement à terme nos objectifs. Le problème est tellement grave là que de toute façon, il n'y a pas une seule solution. La géo-ingénierie, c'est l'ensemble des techniques et des pratiques qui ont pour but de corriger les effets de la pression anthropique sur l'environnement. Ces enjeux-là, ils nécessitent forcément de la recherche technologique. Et là, il y a un vrai enjeu stratégique, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, d'avoir le lead sur cette recherche-là. C'est vraiment dans un contexte militaire que ces techniques ont commencé à émerger. Et puis, beaucoup d'oppositions sont apparues, notamment au sein de la société civile. Une convention a été signée en 1977, la convention ENMOD, donc qui encadre l'usage de ce type de techniques dans des contextes militaires. Et la science a continué à se développer. Le deuxième âge d'or, il est beaucoup plus proche. C'est à partir des années 2000-2005. Et en fait, il répond à l'échec de la gouvernance mondiale en termes de réponse aux défis du changement climatique. On n'a pas réussi à faire diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et encore aujourd'hui, on atteint des records d'émissions. Depuis 1850, on a émis dans l'atmosphère du CO2 à cause de nos activités. Aujourd'hui, on sait que ce sont ces émissions, avec les gaz associés, un méthane N2O, notamment dans les aspects agricoles aussi à ajouter, qui ont conduit à l'augmentation de température, qui dépasse aujourd'hui en moyenne le degré. Quand on parle de la moyenne de 1 degré, c'est sur l'ensemble de la planète avec les océans. Mais dans l'atmosphère au-dessus des terres, on est déjà à 1,5 degré. Donc l'urgence, elle est vraiment pour éviter au maximum d'augmenter trop les températures et les conséquences associées en termes de montée des eaux, de changement de régime de précipitation avec des zones plus sèches, des zones plus humides, et des déplacements de population potentiellement massifs dans les décennies à venir. On voudrait pouvoir maintenir le CO2 autour de 400 ppm, et encore, ça poserait des problèmes. Donc ça veut dire qu'il faudrait capter tout le CO2 qu'on émet d'ici la fin du siècle. Aujourd'hui, on peut réussir à capturer à peu près 7% du CO2 qu'on émet. Donc en aucun cas, on sera capable de capter autant de CO2 qu'on émet, et donc il faut penser à des solutions multiples. Aujourd'hui, lorsque vous émettez 2 molécules de CO2, il y en a une qui va effectivement se stocker dans l'atmosphère, et l'autre, pour notre plus grand bonheur, elle est prise en charge soit par l'océan, soit par les continents. Une fois que le CO2 est dans l'atmosphère, on va essayer de l'enlever. Donc là, il y a pas mal de techniques qui sont en cours d'étude ou en réflexion, où on va pouvoir construire des matrices qui vont absorber avec un dé la molécule de CO2 sur des matériaux spécifiques. On va pouvoir faire de la bioingénierie, c'est-à-dire cultiver de la biomasse qui capte du CO2. Quand une plante pousse, elle capte du CO2. Ensuite, la brûler dans des centres industriels, effectivement, et après coupler avec la capture du CO2 pour enfouir ce CO2. Donc là, on va en retirer de façon nette de l'atmosphère. On peut aussi accélérer l'érosion, mettant des roches à disponibilité de l'eau atmosphérique et de l'air pour accélérer cette érosion. Bon, il y a toute une famille comme ça autour de retirer le CO2 de l'atmosphère. Puisqu'il y a trop de CO2 dans l'atmosphère, est-ce qu'on peut trouver des processus qui vont manger ce CO2? C'est-à-dire, au lieu d'avoir 50%, la partie naturelle permettra de monter ces 50% à 60%. Et pour ça, il faut s'arranger soit pour capter du CO2 sur la biosphère continentale, soit capter du CO2 sur la biosphère océanique. Il y a des pratiques agricoles ou des pratiques d'agroforesterie, on parle beaucoup de ce terme-là aujourd'hui, c'est-à-dire coupler, planter des arbres et faire de l'agriculture, pour que les plantes et les arbres tirent parti l'un de l'autre, tout en stockant plus de carbone dans les sols qui sont en dessous. Il y a des très vastes zones océaniques déficientes en fer qui pourraient être boostées si on leur mettait du fer, parce qu'elles pourraient développer, je pense que c'est des algues, qui elles permettraient de fixer du CO2. Mais ça aussi, on s'est rendu compte que ça avait plein d'autres effets qu'on ne maîtrisait pas. Ça entraînerait effectivement une acidification de l'océan qui est déjà en cours. Et il faut savoir que le pH de l'océan, l'acidité de l'océan, c'est quelque chose qui bouge assez peu et qui permet aux êtres vivants d'avoir une vie assez stable. Mais par contre, dès que ça bouge un tout petit peu, et on parle vraiment de dixième de pH, à ce moment-là, ça peut complètement déstabiliser des écosystèmes entiers.
pomperait carrément des masses d'air et on en extrairait le CO2. Sauf que, pour l'instant, en tout cas, ce que j'ai vu, c'est que ça a déjà été testé et ça nécessite des grandes tours de refroidissement. Et du point de vue énergétique, c'est pas du tout au point aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on saurait le faire, mais pour le faire, ça demanderait une énergie telle que ce serait pas rentable. Planter des arbres pour capturer du carbone, ça au niveau énergétique, c'est pas le problème. Là, le problème, c'est les surfaces qu'il va falloir utiliser pour faire ça et qui vont pas être utilisées pour nourrir les gens. Sur les matrices qui capturent le CO2, il y a deux problèmes. Il y a la fabrication de ces matrices qui sont très énergivores. Après, il va falloir désorber le CO2 et puis en faire quelque chose. Donc probablement l'enfouir ou le concentrer. Là, il y a encore de l'énergie qui va être dépensée de façon relativement importante. Après, il y a des solutions qui peuvent rapporter un peu d'énergie. Le couplage de l'enfouissement du CO2 et de la bioénergie. Donc on cultive de la biomasse, on la brûle. Avec ça, on fait de l'électricité ou de la chaleur. Donc là, on récupère de l'énergie et après on enfouit. Et là, il y a deux problèmes. Il y a effectivement de nouveau les surfaces qu'on utilise pour faire ça. D'autres problèmes, c'est la stabilité des enfouissements de CO2. Donc il faut effectivement garantir au niveau géologique qu'on ne va pas avoir de CO2 qui va revenir massivement à la surface. Ces idées de bio-ingénierie, souvent, elles sont émises dans un contexte où on n'a qu'une idée en tête, c'est de baisser le CO2. Et en général, quand on commence à modifier les grands équilibres de la planète, on ne fait pas que baisser le CO2. On va essayer de gérer la quantité de soleil reçue par la Terre. Il y a à peu près la moitié du rayonnement solaire qui arrive en surface par mètre carré. On perd à peu près un facteur 2 à cause de la réflexion et de l'absorption. L'idée de mettre des aérosols, c'est d'augmenter la réflexion en mettant une particule. La lumière va simplement être réfléchie par le fait qu'on a de la matière. On n'a pas testé en grandeur nature le fait d'avoir un changement du rayonnement solaire sur du long terme. Les volcans le font, ils le font régionalement pendant 1 ou 2 ans. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait un système entre guillemets d'ascenseur qui va permettre de monter les aérosols dans l'atmosphère et qui va permettre de les maintenir pendant des années et des années et des années. Lorsqu'on s'est mis à travailler sur cette hypothèse de Crutzen, il s'est avéré qu'un des paramètres importants c'était les nuages et que les nuages ont besoin d'aérosols pour se nucléer et que en fait, si on faisait ça, qu'on mettait des aérosols dans la stratosphère, ils retomberaient dans l'atmosphère et ils auraient une interaction avec les nuages qui est compliquée. Même aujourd'hui, la microphysique des nuages, c'est quelque chose qui provoque de l'incertitude dans les modèles. Donc on s'est assez rapidement rendu compte qu'avec cette idée-là, on toucherait à d'autres composantes du système climatique qu'on ne maîtrise pas. L'idée, c'était d'ensemencer les tropiques plutôt, où la durée de vie est de l'ordre de 5 à 10 ans maximum, ce qui ne laisse pas le temps normalement aux particules d'aller se retrouver dans les plus hautes latitudes, où là, elles seraient piégées très longtemps, et là, il pourrait y avoir des vrais problèmes pour la stabilité long terme du climat. Au niveau du public, c'est principalement donc les pays du Nord qui financent ça. En Australie, la National Oceanic Atmospheric Administration a signé donc un décret en finançant pour un montant de 4 millions de dollars en 2019 la recherche sur notamment le blanchiment donc des nuages marins. On a aussi d'autres pays qui investissent, les États-Unis énormément, l'Allemagne récemment. Au niveau du privé, il y a différents types d'acteurs à qui on pense et dont on parle souvent, ce sont les philanthropes. Bill Gates notamment finance un gros projet qui s'appelle Scopex, c'est le projet d'injection de particules chimiques dans la stratosphère. Un autre type d'acteurs, et je pense que là on peut souligner une logique un peu perverse, ce sont les entreprises pétrochimiques, notamment les entreprises d'énergie fossile, que ce soit Total, que ce soit Sinopec, ExxonMobil. Ça leur permet en parallèle de continuer leur commerce en se disant on va pouvoir continuer à transformer nos énergies fossiles en capturant le CO2. Les pays qui sont finalement responsables historiquement des émissions, ce sont les pays qui donc sont en train de développer ces technologies qui vont viser à diminuer finalement le taux de concentration de CO2 dans l'atmosphère. Il y a un risque d'incitation en fait à ne pas réduire ces émissions de gaz à effet de serre. La géoingénierie, ça vise à retirer du CO2, mais il faut pas oublier qu'il y a aussi la sobriété, c'est-à-dire que il faudrait peut-être éviter d'en remettre. Ce serait aussi pas mal comme approche. L'idée selon laquelle on peut continuer comme avant, mais on stockera du CO2, c'est-à-dire tout le surplus de CO2 qu'on met dans l'atmosphère, on va le stocker. Ça, c'est juste pas possible. La géoingénierie, c'est un petit peu l'exemple ultime de notre contrôle outrancier ou notre capacité à penser qu'on peut contrôler la Terre. Il est fondamental que des scientifiques multidisciplinaires s'emparent de ces idées et essaient de comprendre toutes les conséquences qu'elles peuvent avoir.